Bonjour. Nous allons parler des grèves des femmes et du pouvoir de la solidarité. Nous allons encore laisser quelques minutes pour que euh, l'audience nous rejoigne et aussi pour les présentateurs. Pour l'instant, je voudrais dire que vous allez trouver ici, juste sous moi, sur votre écran, vous allez trouver les options pour choisir votre langue. And, n'hésitez pas à choisir votre langue, puisque nous allons parler en plusieurs langues. Je voudrais vérifier si euh, est-ce que vous m'écoutez parler en espagnol? Pouvez-vous répondre, ceux qui écoutent la traduction espagnole, est-ce que vous m'entendez en espagnol? Et quant à ceux qui écoutent la présentation en français, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez l'interprétation du français? Qu'y a-t-il de l'arabe? Est-ce que vous m'entendez en français et en arabe? Bon, il me semble alors que nos 4 langues fonctionnent et nous allons donc commencer maintenant. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous donner la bienvenue à notre webinaire sur la grève des femmes et le pouvoir de la solidarité, prendre action face aux crises mondiales. Je m'appelle Viviane Osorio de EasyNet. Je suis la coordonnatrice du programme des femmes d'EasyNet. C'est un réseau intégré par 300 organisations de mouvements sociaux et des membres individuels dans des pays qui cherchent à créer un mouvement global pour la justice sociale. C'est le premier d'une série de webinaires que nous allons faire euh, dans le but de partager ou d'échanger nos visions sur le travail féministe. Ici, nous cherchons à partager, à parler de l'effectivité des grèves euh, et pour provoquer le changement, mais surtout pour unir les personnes en nom de la solidarité. Nous avons invité de grands orateurs de tous les pays et les régions et différentes luttes des femmes qui viennent de syndicats, de mouvements féministes, de mouvements de justice climatique. Nous espérons créer un espace pour un dialogue de réflexion entre les oratrices concernant ce qu'elles ont appris au sein de leur mouvement. Nous allons aussi partager la campagne de grève des femmes et nous allons vous inviter à participer quelle a été son origine. Et nous allons aussi inviter nos oratrices les oratrices qui ont dirigé ou qui ont participé aux grèves de femmes autour du monde. Nous aurons plusieurs oratrices que je vais présenter au moment de leur présentation. Et, et elles auront jusqu'à 10 minutes et je vais écrire dans le chat quand il vous restera 1 ou 2 minutes afin de vous inviter à conclure vos interventions. Et si nous avons le temps, nous aurons aussi du temps pour répondre aux questions du public qui écriront
Les membres du public écriront les questions dans la boîte de discussion et vers la fin du webinaire, nous allons demander aux oratrices de répondre à ces questions. Et je vais commencer avec Claudia Lazaro. Bonjour Claudia, bienvenue. Et Claudia est la secrétaire de droits humains au syndicat des obreros cortadores au syndicat de l'industrie du cuir de l'Argentine. C'est la présidente de la coalition nationale des réseaux féminins en Argentine. Elle fait aussi partie d'un réseau d'une coalition nationale pour les droits des droits humains. Elle va partager avec nous son expérience au sein de mouvements féministes et des syndicats qui travaillent pour les droits des femmes. Claudia, tu as les paroles. Tu as 8 minutes pour ta présentation. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour. Et je voudrais savoir si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Très bien. Alors, bonjour à tous. Bon après-midi pour certains. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire et je voudrais vous dire que chaque fois que nous parlons de grève, nous parlons d'un arrêt de travail. Je vais essayer de parler de toute façon en utilisant le mot grève. En fait, c'est la même chose. Je veux vous dire qu'à partir de l'année 2015 en Argentine, un mouvement de femmes est né, Luna Menos. Il s'agissait de combattre la violence machiste due à la quantité de féminicides qui avaient lieu à cette époque. Et nous avons pu observer qu'en Argentine, on tuait une femme tous les jours. Et cela a été le résultat de la violence machiste. Bien que nous avons une loi qui parle de la protection intégrale pour prévenir et pour punir et éliminer la violence contre les femmes, cela n'implique pas, par exemple, que nous ayons des statistiques réelles concernant les cas de violence machiste et les cas de féminicide. À partir de cela, une assemblée féministe a été formée par toutes les organisations sociales et nous avons alors convoqué à la première mobilisation pour sensibiliser sur ce problème. En 2017, et sous ce système d'assemblée, de réunion de femmes tout au long de notre pays, nous avons convoqué au premier Forum national de femmes. Et là, les syndicats auxquels je participe, nous adhérons aussi de manière organique à la mobilisation. Et là, nous avons réussi à obtenir un certain cadre d'unité entre les travailleuses d'un secteur de l'un des syndicats les plus importants d'Argentine, appelé Corriente Federal de Trabajadores. Et c'est là que nous avons formé le groupe de femmes syndicalistes et la CTA des travailleurs, c'est-à-dire la centrale ouvrière. Et en plus de visibiliser la violence machiste et concernant les féminicides, nous avons compris en tant que travailleuses organisées qu'il nous fallait aussi comprendre comment le néolibéralisme attaque les femmes principalement. Et donc notre première consigne en 2017 était pas une seule travailleuse en moins. Et ce cadre d'articulation a cru et nous avons convoqué la grève de 2018 et là nous avons réussi à articuler toutes les centrales ouvrières. Mais lorsque nous parlons de centrales ouvrières, nous parlons aussi de femmes qui travaillent dans le secteur formel. Nous avons compris que nous sommes toutes des travailleuses
Et pour combattre le néolibéralisme et surtout au nom des femmes, nous avons décidé qu'il fallait conformer un bloc d'unité avec les travailleuses de l'économie sociale ou de l'économie populaire. Ceci nous a permis d'avoir une vision plus claire et les consignes étaient très claires. Tout d'abord, il s'agissait d'aller contre le gouvernement néolibéral. Deuxièmement, montrer la radicalisation des femmes dans le monde du travail, visualiser la violence dans le lieu de travail et la précarité du système de sécurité sociale envers les femmes. Donc un système précaire qui essayer de rendre la précarité moins importante pour les femmes. Quelque chose d'important qui nous est arrivé. Selon le Fonds monétaire international, il fallait faire quelques petites ajuster certaines choses, mais nous étions contre ce genre d'ajustement, ces modifications. Je voudrais mentionner les points forts du problème que nous avons eu. Tout d'abord, chaque femme travailleuse était au même niveau. Si elles étaient dans un contexte informel ou plus formel. Chacune était au même niveau. Nous avons également appelé les dirigeantes femmes pour réduire les problèmes des salaires et les disparités. Et nous avons voulu rendre vraiment très important le fait que le monde du travail ne peut pas exister sans les femmes. Il y avait également différents problèmes, c'est que les femmes n'étaient pas vraiment présentes dans le monde du travail, donc il a fallu avoir des étapes, vraiment des mesures concrètes, mais également de faire appel aux syndicats pour nous aider. Et, par exemple, il y avait des syndicats qui disaient que les femmes n'avaient pas forcément le droit de sortir dans la rue ou de protester. Mais bien sûr, il y avait le fait que le gouvernement était contre ces syndicats et les persécutait. C'est donc qu'il fallait sensibiliser toutes ces violences et toutes ces irrégularités et ces injustices que les travailleuses sont en train de subir. Nous avons un système de sécurité sociale. Il faut payer pour y avoir droit tous les mois. Et avec ce programme de bénévolat ce programme permet de donner à ces femmes aussi un accès aux droits. C'était encore un de nos accomplissements de notre mouvement. Et donc notre appel à la grève internationale des femmes. C'est important de dire que les grèves ne sont pas forcément uniformes. Les grèves sont actives, mais elles sont différentes. À la maison, elles sont différentes dans le monde du travail. Par exemple, certaines collègues ont organisé leurs assemblées dans le milieu du travail parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'assemblée à l'extérieur. Et la plupart n'avaient pas le droit de faire la grève, tout simplement. Dans d'autres endroits, il y a des femmes qui ont pu faire la grève seulement pendant quelques heures et ensuite elles devaient reprendre leur travail. Nous avions également des grèves au Congrès national et également dans le bureau présidentiel. Pour moi, en Argentine, nous avons réussi à faire cela, mais également
nous avons réussi à rapprocher le féminisme avec les syndicalismes. Par exemple, lorsqu'on parle par exemple des mouvements des travailleurs, on ne parlait pas de féminisme, mais maintenant on est en train de réaliser que rassembler ces deux groupes, cela permet vraiment de donner beaucoup d'espoir, et que cela peut bien sûr aussi prendre en compte les travailleurs, et cela correspond et participe à l'autonomisation des femmes et des travailleurs. Il y a des mouvements sociaux féministes et il faut s'en servir pour l'égalité des femmes. Il y avait des personnes en Argentine dans les années 1940 qu'il n'y avait pas d'égalité dans le monde du travail. Je pense que c'est important de le dire. Et je voudrais simplement rajouter que lorsque nous parlons des travailleurs formels, ce n'est pas forcément dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Je travaille dans le secteur privé et nous avons pu faire des grèves. Parce que nous avons réussi à convaincre d'autres associations et d'autres organismes et des partenariats avec nos partenaires masculins. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer le micro à Sarachili Rangan. Elle fait partie du PAN Asia-Pacifique, le PANAP. C'est un réseau régional qui travaille avec les organisations pour la promotion de l'agriculture durable. Ça s'appelle le PANAP. Ils ont plus de 100 partenaires, différentes sociétés civiles et organisations. Et ils veulent avoir une justice sociale et une justice aussi, un meilleur programme environnemental. Et cela a vraiment beaucoup participé à la coalition féministe en Asie. Maintenant, il y a plus de 700 femmes qui représentent cela dans plus de 15 organisations différentes et qui rassemblent 22 pays. Donc, Sarojini, je voudrais aussi vous demander quelle est l'importance de la grève pour les droits féministes. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de vos expériences de femmes qui font partie de ces grèves et de ces protestations? Et qu'est-ce qui peut être trouvé, qu'est-ce qui peut être atteint avec ces grèves? Donc je voudrais parler du monde agricole, des femmes fermières par exemple. Il y a donc une coalition qui a émergé. Je pense qu'un des aspects assez importants, c'est que les femmes sont les personnes qui sont les nourricières du monde. Et dans les années 90, par exemple, lorsque nous avons commencé ce travail, c'était donc l'Organisation mondiale du commerce. Et après 4 ou 5 ans, nous avions des messages que les femmes avaient vraiment une vraie impact. Donc notre système en Asie-Pacifique et le PANAP ont construit l'infrastructure pour vraiment mettre de la documentation, d'analyser tout cela et analyser surtout l'impact sur les femmes de cela et forcément les accords sur l'agriculture. Nous avons pu construire les infrastructures et mesurer l'impact et aussi l'impact sur la sécurité alimentaire aussi pour les agriculteurs féminins. Il fallait donc une meilleure compréhension de différentes sphères au niveau mondial. Il y avait par exemple le sommet mondial alimentaire à Rome.
Et il y avait une énorme grève par rapport à la sécurité alimentaire. Mais toutes les femmes qui faisaient partie de ces partenariats, elles parlaient de la souveraineté alimentaire, parce que ce n'était pas seulement assez de voir la sécurité alimentaire, mais il fallait parler de la souveraineté alimentaire aussi. Et il y avait une grande campagne il y avait plus de 70 000 personnes qui voulaient absolument un changement, il fallait la sûreté alimentaire, les femmes étaient fortes et nous voulions plus de soutien pour les femmes, surtout pour les femmes qui travaillaient dans le secteur agricole. Et nous avons eu une campagne avec des cartes postales et il y avait plus de 70 cartes postales. Et nous avons ensuite porté ces lettres de recommandation, ces petites cartes, au gouvernement. Et il y a eu énormément d'espoir, comme quoi nous allions vraiment gagner cette lutte et ce conflit. Tout le monde a vraiment pensé qu'il fallait, vraiment avancer sur ce sujet. Donc nous avons organisé cette grande assemblée. Il y avait plus de 30 pays en Asie, en Europe. Et il y a eu énormément de portée pour organiser donc ces gens. Nous avons eu des séminaires, des conférences. Et il y avait des gens qui faisaient du porte-à-porte. Il y avait des discours. Parce que nous nous sommes vraiment rendus compte que la souveraineté alimentaire des femmes était vraiment importante. C'est vraiment aux gens de décider ce qu'il va se passer pour l'agriculture. C'était donc ça a eu une portée de 1 million de personnes dans les rues, dans les ateliers, dans les milieux de travail, dans les universités. Et cela a pu culminer. Et après beaucoup de différentes luttes, nous avons pu rajouter une clause sur la souveraineté alimentaire dans la Constitution. Cela nous a donné beaucoup d'espoir pour continuer. Et nous avions eu un autre événement au niveau ministériel et nous avons des tribunaux qui nous aidaient, il y a eu des jugements, nous avons eu des grèves, des gens dans la rue, jusqu'à ce que des gens à Hong Kong aient également essayé de rejoindre la lutte. Et ils ont trouvé par exemple les autres pays d'Asie n'avaient pas, par exemple, ce genre de clause. Donc il y avait énormément de soutien et toutes les femmes, il y avait beaucoup des gens dans la rue qui venaient, qui nous demandaient du soutien. C'était vraiment un grand engouement. Et après, les personnes de Hong Kong, il y a eu vraiment une grande poussée, un grand engouement qui a permis à la cause d'avancer. Et tous les pays développés ont vraiment commencé à pousser un accord régional. Donc on est passé d'un mouvement multilatéral à bilatéral et ensuite régional. Et tout cela a une portée incroyable. Et les corporations régionales, par exemple en Asie-Pacifique, ont pu faire de vrais partenariats. C'est pour ça que je vous explique que c'était un rôle vraiment très important. Et les femmes, encore maintenant, ont gardé leur capacité à s'organiser, à sortir dans la rue, à faire la grève et à refuser ce genre d'intrusion à leurs droits. Mais c'est un vrai impact sur leur vie, sur la manière dont elles vivent. C'est un impact énorme. C'est un impact que, autrement, si elles n'ont pas cette portée-là, elles n'arriveront pas à survivre. C'est pour ça qu'il est important de l'intensifier.
et les femmes qui sont des producteurs de nourriture. Et forcément, les prix de la nourriture, les nourritures à vraiment très bon marché, cela les affecte complètement, vraiment rapidement. Les problèmes de pesticides peuvent affecter leur santé. Et je pense, enfin, il faudrait vraiment que la graine soit dans leurs mains. C'est une lutte continue. Et une grève continue. Et nous avons vu que si on est unis, si nous sommes en collaboration, en partenariat, nous pouvons absolument changer le monde. Et même si c'est un changement, un petit changement, cela a un impact incroyable. Merci beaucoup de cette présentation tellement intéressante et inspiratrice. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Véronica Montouffard, qui est officier à PSI, c'est-à-dire la Fédération globale des travailleurs dans les surfaces publiques, qui existe depuis plus de 100 ans. Et ensemble, elle rassemble 7 syndicats qui représentent des travailleurs dans plus de 154 pays et s'occupe de la qualité des services pour tous, des droits de commerciaux et de partage équitatif autour du monde et lutte pour amplifier les voix des travailleurs dans ce secteur, y compris les travailleuses. Elle est sociologue et chercheuse avec une expérience importante dans l'organisation de stratégies pour les femmes dans le contexte du travail. Bienvenue, Véronica. Bonjour Véronica, arrives-tu à m'entendre? Je vais te redonner la parole pour que tu commences ta présentation. Nous sommes impatients d'écouter ce que tu vas nous dire concernant les grèves des femmes, les expériences et les grèves que tu as dirigées ou auxquelles tu as participé et ce que vous avez réussi dans le passé. Et voici, je te donne la parole à nouveau. Merci. Bon, apparemment, nous avons des problèmes de connectivité avec Véronica. Alors, je vais donner la parole à Ida de Blanc alors que nous essayons de résoudre le problème de Véronica. Ida travaille en tant qu'activiste de droits humains, de droits des femmes. Elle représente les employés du secteur informel, en particulier les employés domestiques à Trinidad et Tobago. Et elle a aussi participé aux campagnes des droits des employés domestiques au niveau national et international. Il s'agit d'une leader très active et elle a participé à plusieurs comités exécutifs à Trinidad et Tobago aussi. Bienvenue Aïda. Et nous attendons de t'entendre parler de ta vision sur les grèves des femmes ainsi que ton expérience concernant les grèves et les succès ou les apprentissages
sur, sur ce thème. Merci, Aïda. Merci beaucoup. Notre syndicat, le syndicat des travailleuses domestiques, a commencé par une grève en 1985 parce que nous nous sommes associés avec une organisation internationale et qui a dirigé une campagne et nous avons commencé un chapitre à Trinidad et Tobago demandant au gouvernement de négocier les salaires des femmes. C'est ce que l'on avait discuté dans la plateforme pour l'action de Beijing. Et nous avons commencé donc le 25 octobre. C'est le jour des Nations Unies et tous les ans, nous avons une grève, mais nous n'appelons pas une grève, nous appelons cela le temps pour les femmes. Et il s'agit d'un moment où les employés domestiques peuvent participer à nos grèves. Nous les invitons à venir avec leur balai, mais nous n'avons pas invité de personnages politiques. Nous faisions un rapport que nous envoyions alors aux politiciens et en expliquant ce qui s'était passé pendant la réunion et ce que les employés domestiques demandaient. Parce que en Trinidad et Tobago, les employés domestiques rapportent de manière constante un salaire très bas. Ils n'ont pas non plus, ils ne sont pas non plus inclus dans le système d'assurance sociale. Il y a aussi des problèmes de mauvais traitement, d'harcèlement sexuel au lieu de travail, des mauvaises conditions de travail. Au Trinidad et Tobago, une employée domestique n'est pas considérée comme travailleuse. Et nous souhaitons que le gouvernement inclue les employés domestiques dans la loi des relations industrielles de la Trinidad et Tobago. Nous demandons que cela soit fait au Parlement, mais le syndicat des femmes n'a pas été invité à cette participation. Et donc, il nous faut travailler et lutter énormément, surtout dans le contexte politique. Il faut lutter pour de meilleures conditions de travail. À ce moment-là, la grève était importante pour nous et nous avons obtenu le soutien d'un sénateur indépendant qui nous a aidés à présenter cette lutte au Parlement parce que nous avons aussi pensé que le gouvernement reconnaît les salaires bas des femmes qui travaillent dans les foyers. Cela veut dire que l'on reconnaît que les femmes travaillent pour les autres personnes au sein des foyers. Mais nous avons réussi à approuver une loi concernant les salaires et cela a provoqué que le gouvernement fasse des commentaires sur les salaires des femmes travailleuses. Et les organes publics alors ont pourvu un mécanisme pour quantifier et pour enregistrer la valeur monétaire du travail qui se fait au sein des foyers. Mais nous ne sommes pas encore reconnus en tant que travailleuses, même si le gouvernement dit oui, le travail payé au sein des foyers est un travail et du travail. Il continue à refuser de reconnaître les travailleuses domestiques en tant que travailleuses parce que l'on dit que les personnes qui travaillent au foyer, qui reçoivent un salaire des maisons, ne sont pas considérées en tant que travailleurs. Donc, si vous faites la même chose dans une institution publique ou dans une maternelle ou peut-être un foyer pour
personnes âgées, alors vous êtes considéré un travailleur. Mais si vous travaillez dans les foyers privés, vous n'êtes pas considéré comme travailleur. Et après des années de lutte, hein, nous aurons à présent une consultation. Nous ne sommes pas invités. Alors, il nous faut faire la grève parce que nous ne savons pas ce que le gouvernement va dire à présent et nous cherchons à être reconnus en tant qu'employés rémunérés. Nous cherchons à avoir le soutien du mouvement des femmes, mais nous n'avons jamais obtenu le soutien du mouvement syndical. Et puisqu'ils disent qu'il s'agit d'un problème lié aux droits des femmes. Alors, nous travaillons en tant que syndicat, mais nous sommes considérés comme une organisation de femmes parce que tout notre comité exécutif est en fait composé de femmes. Et nous souhaitons voir les grèves pour obtenir un peu plus de visibilité, surtout en particulier pour les travailleuses domestiques qui ne sont pas reconnues en tant que travailleuses. Alors, finir cette grève est importante. Nous utilisons aussi beaucoup de femmes qui travaillent et nous allons obtenir la majorité. Mais habituellement, nous n'avons pas le soutien des autres femmes. Nous avons une seule femme qui était la dirigeante d'une ONG en Trinidad, mademoiselle Clara Osman, qui est déjà décédée et qui était l'un de nos plus importants, notre soutien le plus important. Mais nous avons nos alliés qui nous ont soutenus dès le début et nous avons aussi obtenu ce soutien parce que quand nous sommes présentés au Parlement, nous voulions montrer du soutien pour Nemahaya Wyatt, mais cela a été plus utile pour les femmes de la classe sociale la plus élevée qui luttaient pour les droits pour l'égalité des droits dans le mariage et il s'agissait donc d'obtenir la moitié de la propriété du mari, puisque ce travail, quand vous êtes femme au foyer, est considéré un travail bien que vous ne soyez pas rémunéré. Mais nous, ici en bas, nous n'avons pas reçu ce type de politique. Nous ne sommes pas bénéficiés de cette politique, alors nous continuons à lutter. Et même lorsque nous devons lutter à Genève, en 2011, nous avons sauté de joie lorsque la convention a été approuvée. Nous avons reçu une recommandation. Nous avons sauté de joie. Nous avons dit c'est le jour de gloire pour les employés domestiques. Mais ici, en Trinidad et Tobago, nous ne sommes toujours pas reconnus en tant que travailleuses. Nous ne pouvons pas prendre le gouvernement au sérieux puisqu'il s'agissait seulement d'un mode électoral. Et alors, évidemment, ils présentent tout au gouvernement, mais nous ne savons pas si nous allons continuer avec le même gouvernement ou si nous aurons un nouveau gouvernement. Voilà donc les choses qui nous empêchent de progresser pour être reconnus en tant qu'employés domestiques et pouvoir alors obtenir une meilleure vie pour tous, qui alors seront reconnus en tant que travail décent. Et donc, nous souhaitons que les employés qui reçoivent un salaire bas ou qui sont des travailleurs domestiques se bénéficient de meilleures conditions laborales. En ce moment, les employés se plaignent, ils ne reçoivent pas de paiement, ils ne reçoivent que certains bénéfices que nous avons réussi à obtenir pour les employés. Par exemple, paiement pendant les fêtes nationales. Et alors, ils restent chez eux et ils ne reçoivent pas de paiement. Le gouvernement n'écoute pas ce que disent les travailleurs à salaire bas. Ces employés continuent à être privés de leurs bénéfices, en particulier de l'assurance nationale. Cette assurance nationale
est le plus grand mal pour les employés domestiques parce que quand ils arrivent à 60 ans, ils ne peuvent pas avoir de pension puisque les employés n'ont pas payé l'assurance nationale en leur nom. Et nous continuons donc à lutter pour des investigations monétaires pour les employés qui engagent des employés à salaire bas. Et maintenant, nous avons un flux de Vénézuéliens qui viennent dans le pays. Il faut donc alors ajuster le problème des employés domestiques. Mais après, nous avons la barrière linguistique. Alors, nous avons besoin de beaucoup de soutien pour nous, pour continuer à faire ce travail à Trinidad et Tobago. Mais lorsque nous utilisons les grèves, ce que nous faisons, c'est que nous... On finit mon temps, mais qui m'était imparti est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïda pour cette intervention vraiment importante sur les grèves au Trinité et Tobago. Ensuite, alors Véronica n'est pas encore avec nous, alors je vais vous présenter Mela Chiponda. C'est une activiste qui a travaillé dans la région africaine dans le Zimbabwe. Elle travaille sur la justice de la pauvreté climatique et l'environnement. Le droit des femmes dans le développement est au cœur de la recherche et cela est très important. Mela, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On a vraiment hâte de savoir ce que tu pourras nous apporter par rapport aux grèves des femmes et en rapport aux droits des femmes. Et bien sûr, si vous avez des expériences à partager avec nous par rapport à vos accomplissements, vos réussites lors de vos grèves, on a vraiment hâte de les entendre. Et voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Viviane, merci à tous d'être là aujourd'hui et d'écouter ma présentation. Je vais vous parler du travail que nous avons fait en Afrique et en Zimbabwe aussi, là où je suis en ce moment. Les grèves sont un outil, des actions très puissantes qui peuvent être menées par les femmes, mais le problème le plus critique que j'ai personnellement, que j'ai appris d'expérience et avec l'histoire et le passé, c'est que les grèves prennent énormément de différentes formes, et ce qui fonctionne dans un pays ne peut pas forcément fonctionner dans un autre contexte. Le défi le plus important en Afrique aujourd'hui, c'est les infrastructures. Et si ce secteur est très, très, très important, c'est un des secteurs qui est très puissant, et en fait, les gouvernements font partie de grandes organisations, et au final, ils travaillent ensemble pour prendre les terres et ne pas les laisser aux gens au final. Dans beaucoup de pays en Afrique, tous les droits et tous les gouvernements appartiennent aux multinationales et aux gouvernements. Donc en fait, et en plus, ces personnes-là utilisent énormément d'eau, et ils utilisent énormément d'énergie, et ils privent complètement les femmes de leurs ressources. Et c'est une violence, c'est une forme de violence contre les femmes lorsqu'on les prive de leurs ressources. Si on vit dans la pauvreté énergétique, dans ce genre de secteur, c'est vraiment très violent, c'est une vraie violence. Et il y a une chose par rapport à cela, que c'est un mode de développement. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup d'instructions qui sont en train de construction qui sont en train d'avoir lieu. Par exemple, pour les femmes au Zimbabwe, en ce moment, il y a énormément de problèmes d'énergie, de problèmes d'électricité, et il faut avoir
les aides du gouvernement. Et parce qu'en fait, toutes les personnes qui utilisent le quota énergétique sont les mines. C'est eux qui utilisent le plus d'énergie, donc il nous faut trouver des alternatives. Ce qui est vraiment étrange pour nous, c'est qu'il y a toujours, bien sûr, un besoin de construire une masse de femmes ou un groupe de femmes qui puissent échanger, qui puissent essayer d'identifier quel est le défi. Et cela peut être atteint avec l'éducation, l'enseignement. Nous avons également des ressources pour s'organiser. Et il faut vraiment regarder la vie des femmes, quelles actions elles sont prêtes de prendre. Il faut réussir à réfléchir à la manière dont leur vie est en ce moment et se rendre compte surtout que cela n'est pas censé être permanent. Et un autre problème également, c'est qu'il y a en fait l'espace, la place que les femmes ont pour s'organiser est en train de diminuer. Surtout en Afrique, les femmes trouvent cela très difficile de s'organiser parce que le secteur minier est très violent. Et c'est également violent pour les femmes qui travaillent là-bas. C'est également c'est violent pour tous les secteurs. Et l'une des grèves les plus importantes au Zimbabwe fut lorsque on a pu rassembler beaucoup d'agriculteurs. Et en fait, 70% des aliments en Zimbabwe arrivent de la production des femmes. Il y a des opérations minières qui peuvent vraiment prendre toutes les ressources des femmes et mettre énormément de pression sur les gouvernements. Et bon, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de discussions sur comment faire ensuite, comment avancer, et le gouvernement n'écoutait pas. Donc les femmes maintenant sont interrogées, elles sont arrêtées, il y avait énormément de violence. Et ensuite, une fois ce qu'on a décidé après, c'est que nous sommes allés devant les bureaux des gouvernements, mais finalement, on ne savait pas avec qui on se battait. Nous avons fait tout cela déjà lorsqu'il y avait une assemblée dans les chutes au Zimbabwe, et on leur a dit voilà, c'est notre moment, nous allons prendre possession des gouvernements, du bâtiment du gouvernement. Donc les femmes sont allées là-bas pour utiliser les salles de bain, pour cuisiner. Et à ce moment-là, c'est le gouvernement ont pu donner des écoles et des emplacements pour habiter en moins de 2 semaines. Donc ça a eu un vrai impact. Ils ont réussi à faire que le gouvernement a pu mettre en place des centres sanitaires aussi. Mais il y avait également beaucoup de victimisation de beaucoup de femmes. Et ce que nous avons décidé, c'est que nous n'allions plus avoir un président dans notre compte, car dans notre contexte, c'est vraiment très dangereux. Donc nous ne devons plus fonctionner de cette manière. Finalement, le gouvernement cible le leader ou le dirigeant du mouvement. Et dans ces cas-là, ils peuvent appeler les dirigeants, les interroger. Et donc, en fait, nous maintenant devons lutter et essayer de trouver des moyens de relâcher la personne qui les interroge. Alors, ce n'est pas correct. Au Nigeria, j'ai entendu que dans le delta du Niger, par exemple, il y a énormément de femmes qui sont en train de faire des actions très importantes. Il y a énormément de pollution en ce moment, en Ouganda également.
En fait, lorsque des officiels du gouvernement sont venus dans cette zone, les femmes ont simplement refusé de parler. Ça a été très très important. Les femmes ont juste refusé de parler et dans ces cas-là, c'était lorsqu'elles souffraient de tant de problèmes. Donc, bien sûr, les actions solidaires sont vraiment critiques. Il faut consolider les groupes de personnes qui sont en train de s'organiser de manière solidaire et par exemple les grèves également. Par exemple, si des compagnies viennent des États-Unis ou d'Asie, cela pourrait être très puissant pour les femmes. Que ces actions prennent forme en Afrique, mais également dans le reste du monde, pour pouvoir donner des exemples aussi et des conseils juridiques par rapport au système judiciaire dans chacun des pays. Donc c'est vraiment très important. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mela, de partager votre opinion sur ces luttes. Alors, nous avons maintenant Véronica qui nous a rejoint. C'est l'officier de l'égalité des genres et l'union des travailleurs dans le service public, dans le secteur public. Donc, Véronica, j'aimerais que tu nous parles de l'importance des grèves pour les droits des femmes et voir également si vous avez eu des réussites ou des expériences dont vous pouvez faire part. Je vous offre le micro maintenant, allez-y. Merci beaucoup Viviane, et merci beaucoup à tout le monde pour votre patience parce que nous avons eu quelques problèmes techniques. Par rapport aux grèves que nous avons organisées, il y en a eu une le 23 et 24 octobre en 2018 à Glasgow. C'était un effort de plus de solidarité et également pour faire un brouillon de propositions de loi pour améliorer la participation citoyenne pour que la grève soit reconnue, soit entendue par toutes les personnes qui habitaient à Glasgow en Écosse. Et il y avait 3000 femmes qui ont arrêté de travailler pendant 2 jours. Parce qu'elles étaient en train de lutter pendant 14 ans avant cette grève. Pour l'égalité des sexes et l'égalité des salaires. Pendant ces 2 jours, ça a été vraiment évident que certains secteurs, par exemple la restauration, par exemple le nettoyage, en Écosse, à Glasgow, qui sont dominés donc par des femmes, et bien sûr l'objectif était de se plaindre au tribunal de manière officielle car ces travaux n'étaient pas vraiment reconnus, pas assez reconnus. Donc ce qu'ils ont fait, c'était de demander par exemple que lorsqu'on travaillait pendant la nuit, il y avait plus que le salaire serait plus important car c'est des travails qui sont plus difficiles. Et cela veut dire également qu'il y avait plus de risques pour les femmes que pour les hommes dans certains secteurs. Donc le 23 et 24 octobre 2018, il y a eu cette grève-là. Et elle a eu vraiment un impact. Parce qu'en 2019, en janvier, ils ont dit, le gouvernement de Glasgow a dit qu'ils allaient donner 500 000 € pour parler de la dette de 12 ans. La dette qu'ils avaient à l'encontre des femmes. Car leur travail n'avait pas vraiment été considéré de la bonne manière.
Les grèves sont très pertinentes, surtout pendant certains mouvements plus violents dans le monde du travail. Donc cet exemple de grève à Glasgow peut vraiment servir d'un système qui fonctionne car il a vraiment eu des répercussions importantes. Et cela a eu lieu dans un pays qui a une base institutionnelle très forte, très solide. Et ce qu'ont fait les femmes, c'est qu'elles ont amené ce problème devant la société pour que tout le monde s'en rende compte. Et ensuite, elles ont demandé au gouvernement de prendre une action ou de faire une action. La conclusion de cette grève, c'est que les droits des femmes ont été restitués, également leurs salaires ont également été améliorés. Lorsque le gouvernement a dit qu'ils allaient vraiment trouver la catégorie pour chaque position, chaque poste, pour que tout le monde ait un salaire égal pour un travail égal. Il me semble qu'il est important de valoriser la grève comme un acte de solidarité suprême. La grève est une manifestation collective suprême. La grève n'est pas un acte négatif. Il ne s'agit pas d'une action que quelqu'un va faire pour moi ou en mon nom. Une grève appartient aux travailleurs et aux travailleuses. Et ce sont les travailleurs et les travailleuses qui décident de faire une grève, de la faire et de la mettre en pratique. La grève, donc, dans ce contexte-là, nous vivons une démocratie directe, nous vivons une direction radicale. Cette rupture dont je vous parle, concernant la grève de femmes de Glasgow et ce que cela a généré pour la procédure légale ou juridique, la grève rend visible les actions et arrive à une sensibilisation et une rupture politique. Donc, la grève est un instrument de direction radicale. Il me semble qu'il est extrêmement important de mettre cela en valeur, puisque nous devons donner ce pouvoir non seulement politique, mais aussi en termes de la construction de nouvelles relations collectives solidaires et d'observer ou de regarder et de regarder la grève en tant qu'un moyen de transformation collective. Donc la grève est une puissance au sein de la lutte. Et il me semble donc qu'il est important de voir dans cet acte de grève des femmes de Glasgow en tant cette grève a eu lieu au mois d'octobre. C'est là que l'on a rompu avec le processus et c'est à partir de là que l'on génère un processus de dialogue, de confrontation aussi avec ceux qui l'on doit affronter, mais il s'agit surtout d'un dialogue et d'une résolution du conflit. Il me semble que lorsque nous observons la période après la grève, nous voyons aussi la possibilité de générer des propositions et il faut donc y penser et valoriser cette période. Pour moi, donc, le message fondamental, c'est de dire que la grève est l'instrument le plus élevé de lutte que nous avons en tant qu'employés, en tant que travailleurs, en tant que travailleuses. Merci beaucoup. Merci Véronica de ton intervention. Nous avons entendu les expériences de femmes très très fortes aujourd'hui. Nous avons aussi parlé de comment les grèves
sont une manifestation collective très puissante qui appartient aux travailleurs et aux travailleuses et qui mène à une amélioration des relations basées sur la solidarité et l'amour et l'importance d'arriver à associer les luttes. Ces idées très puissantes que toutes les femmes sont des travailleuses et donc les grèves en tant que concept et les grèves en tant qu'action collective appartiennent à toutes les femmes. L'importance de mener une vie qui va renforcer cette lutte et comment les grèves sont importantes pour confronter le pouvoir et comment cela a été utilisé pour confronter les stéréotypes et pour promouvoir et défendre la valeur du travail que les femmes réalisent. Comment il est important de développer en avance les stratégies spécifiques selon le contexte et comment articuler ces stratégies et les organiser afin de promouvoir les différentes exigences. Et on a aussi parlé de comment ces grèves ont été utilisées pour faire avancer la mise en œuvre des droits de l'homme et des femmes et comment promouvoir aussi l'accès à la justice par les grèves et d'autres droits très importants tels que le droit à un paiement égal pour un travail d'une valeur égale. Et après avoir écouté cette intervention tellement forte, je voudrais donner la bienvenue à Sanam. Sanam est officier de programme pour WLD. Il s'agit de la coordination de l'engagement des membres avec les processus nationaux et de renforcer les compétences des femmes qui travaillent dans le plaidoyer et elle a aussi énormément d'expérience en tant que reporter et en tant que réalisatrice de films documentaires. Elle a aussi initié les grèves des femmes sur la ligne de l'horizon 2020 et c'est là que je voudrais inviter Sonam à nous parler de cela, de nous parler de la campagne de la grève globale des femmes. De quoi s'agit cette campagne et comment est-ce que quelle est l'importance de cette campagne et comment nous pouvons y participer. Alors Sonam, je te donne la parole maintenant. Merci. Merci Viviana. Je dois dire que je suis tellement contente quand j'ai entendu les intervenantes précédentes et leurs histoires. J'étais émue parce que quand tu nous demandes pourquoi nous travaillons en faveur des grèves des femmes pour la marche 2020, cela parle de la lutte des femmes, des travailleuses, des moyens de vie des femmes, l'accès à l'assainissement, à l'eau, aux rivières, aux fleuves, l'état de la démocratie en contexte. Ce n'est pas seulement ce qu'a dit Véronica concernant la réalisation de la démocratie directe par les mouvements des femmes et les mouvements des peuples, mais il y a des études qui prouvent qu'il y a une corrélation entre l'inégalité, la misogynie, le sexisme et la qualité de la démocratie. Et je voudrais aussi reconnaître que nous nous trouvons maintenant en des temps très difficiles et extraordinaires quant à l'histoire de la civilisation humaine et l'histoire de l'environnement. Demain, il y aura aussi une grève climatique. Il s'agit de l'activisme environnemental qui lutte pour arriver à l'action et qui essaye de sauver la planète. Et toutes ces choses sont interconnectées. Le travail des femmes qui ne reçoit pas de salaire juste, et ce sont les mêmes oppresseurs qui sont extrêmement avares et qui détruisent l'environnement sans s'intéresser à l'avenir. C'est vraiment la réalité de Bolsonaro au Brésil, par exemple. C'est aussi le même type d'oppression qui touche les peuples indigènes et les femmes et notre planète. Et c'est en reconnaissant cela que mon organisation
qui vraiment est une organisation de femmes pour le développement. Et là, nous parlons depuis plusieurs années. Nous avons commencé cette conversation en 2014 et cela a surgi d'un sentiment très fort des femmes travailleuses, mais nous parlons franchement de changements systémiques que nous voulons mener de l'avant. Et nous reconnaissons qu'il n'y a pas un seul droit, une seule liberté des femmes qui nous a été donnée. Tout cela est venu grâce à l'héritage de ce mouvement féministe, des femmes qui ont lutté pour nous et qui ont fait des sacrifices pour nous. C'est pour cela que nous ne parlons pas de revenir seulement à cette compréhension de participer à la lutte, de montrer la solidarité et l'amour l'une pour l'autre, mais nous devons également agir et prendre ou profiter de la technologie, des connexions que nous avons aujourd'hui. Et c'est un privilège de pouvoir m'adresser à autant de personnes en même temps autour du monde maintenant. Et nous pouvons arriver à quelque chose tout ensemble afin de renforcer notre travail, afin d'amplifier notre lutte tout ensemble. Une autre partie du pourquoi nous faisons cela. Pourquoi la marche de 2020? Eh bien, cela vient de cette reconnaissance de notre histoire, de nos mouvements des femmes. Le 8 mars est un jour important pendant lequel les femmes luttent pour leur reconnaissance. Ida en a parlé lors de sa présentation sur son expérience en Trinidad et Tobago. Et c'est pour ça que nous parlons du 8 mars, mais l'année 2020 a aussi une autre importante signification. Nous parlions auparavant de 1995, l'année de la conférence de tiers-monde sur les femmes à Nairobi. Et après, nous avons parlé aussi de la conférence de Béjan. Et il s'agit en fait de l'espace de réunion des féministes qui nous a aidé à rédiger le document de la plateforme de Béjan. Et après beaucoup du travail que les agences des Nations Unies et les gouvernements concernent la commémoration ou la célébration et n'est pas véritablement centré sur le fait que la lutte continue, que l'oppression n'a pas disparu, que en 25 ans, une génération entière, beaucoup de choses n'ont pas changé. Comme l'a dit Ida tout à l'heure, pour les syndicats, son syndicat n'est toujours pas invité aux réunions importantes qui travaillent sur le même plaidoyer qu'elle. Et alors nous parlons de nous connecter sur une ample série de problèmes. Il y a des problèmes qui sont ressentis de manière profonde par les différents peuples, comme la destruction de l'environnement que nous savons touche les femmes davantage que les hommes. Et le fait que cela va faire plus de mal aux femmes chaque fois que nous sacrifions au nom de la rentabilité, de l'avarice, du luxe. Il s'agit de mesures d'austérité et nous tombons alors sur l'assumption que les femmes feront plus de travail. L'élimination de travail social, eh bien, cela retombe toujours sur les femmes qui vont devoir alors travailler davantage et qui vont devoir céder l'espace au gouvernement afin qui vont dévouer leurs ressources ailleurs. Ce sont les réalités que nous affrontons aujourd'hui et c'est ce qu'il nous faut affronter et lutter contre cela. C'est notre pourquoi, disons. C'est pour cela que nous avons choisi cette date et que nous avons formé cette campagne. Et c'est aussi la pensée qui reste derrière ce slogan. Si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Parce que à partir de ce que tout le monde a dit, nous reconnaissons que nous faisons tout. Et lorsque nous avons réussi à organiser ou à préparer cette campagne, il ne s'agit pas de manifester dans les rues. Il y a beaucoup de formes de proteste et l'une des manières les plus extraordinaires pour les femmes serait tout simplement de ne rien faire, de ne pas travailler. Comme Ida l'a dit, eh bien, nous ne touchons pas le balai, nous ne touchons pas la serpillière, nous n'allons pas ramasser nos enfants à l'école. Voyons que nous ne touchons pas à la cuisine. Il s'agit d'amour, il s'agit de solidarité. Qu'est-ce qui va se passer si nous ne travaillons pas? Alors, je prends quelques moments pour vous dire comment participer à cette campagne, comment cela marche. Alors, tout d'abord, dans la boîte de discussion, je vous donne le lien
qui va vous mener vers le site de la campagne et nous travaillons à cette traduction. Pour l'instant, les déclarations politiques qui reconnaissent ce genre de problème, la lutte contre le capitalisme, contre l'inégalité qui profite des femmes et qui détruit l'environnement. Toute cette partie est là. Notre déclaration politique a déjà été traduite en plusieurs langues et nous demandons à n'importe qui voudrait se joindre à la campagne de nous aider, de venir, de participer, de vous joindre à notre liste email. Mais à part cela, il s'agit de quelque chose de très clair. Toutes ces choses, les designs, les brochures, par exemple, comme celle-ci, eh bien, il s'agit d'un travail très important de la part de Viviana qui a réussi à le faire traduire en plusieurs langues. Toutes ces brochures, tout cela, tous les panneaux, tous les designs sont disponibles dans notre site web. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez aussi y ajouter vos problèmes et vos propres appels à l'action au sein de vos contextes locaux, parce que nous savons que la lutte des femmes prend différentes formes dans les différents contextes. Il est donc important pour vous de décider comment vous souhaitez exprimer votre grève et votre résistance. Alors, nous vous donnons la bienvenue à vos idées, nous donnons la bienvenue au mouvement des femmes à se rassembler pour écouter les histoires les unes des autres, parce que l'une des choses qui est tellement importante et qui ne reçoit pas assez d'espace, c'est comment au sein de ces mouvements populaires, l'une des choses que nous faisons, c'est que nous sommes témoins les unes des autres parce que beaucoup d'entre nous ont des histoires que les gouvernements ne veulent pas écouter, les sociétés corporatives ne veulent pas l'entendre. Alors l'une des choses les plus puissantes que nous pouvons faire, c'est de nous écouter les unes les autres, de reconnaître nos luttes de genre, de reconnaître les injustices qui nous sont faites. Et c'est vraiment le genre d'espace et de campagne que nous essayons de créer. Et nous souhaitons véritablement donner davantage la bienvenue à beaucoup plus de femmes. Et même si à présent nous parlons du 8 mars 2020, qui vraiment ne se trouve qu'à 6 mois d'ici, il s'agit surtout de rassembler les mouvements féministes autour du monde afin de nous offrir du soutien au fur et à mesure que nous avançons et que la lutte devient de plus en plus difficile. Des lois sont approuvées qui empêchent la participation des femmes. Il y a de plus en plus de mécanismes d'oppression qui se compliquent et donc il nous faut nous unir pour lutter contre cela. C'est ce que nous vous invitons à faire maintenant. Et comme je l'ai dit, les oratrices précédentes donnent un exemple très clair d'une lutte qui dure depuis des générations. Les femmes qui sont venues avant nous et les femmes qui surtout vont venir après nous, qui vont continuer à diriger cette lutte que nous présentons à présent. Alors je m'arrête là et je te rends la parole, Viviana. Merci Sanam. Nous sommes toutes très heureuses quand nous parlons de la lutte des femmes et nous espérons que beaucoup de ces mouvements et d'organisations autour des pays, entre les différentes régions, participent à cette campagne. Alors, nous voulons vous inviter à naviguer sur ce site web et à y mettre les liens de votre site web. J'ai aussi avec les autres, vos organisations et avec vos alliés et inviter d'autres personnes pour qu'elles fassent partie de cette campagne aussi. Nous avons encore une dizaine de minutes pour des questions. Je voudrais demander au public et les autres orateurs et les oratrices d'écrire vos questions dans le chat. Et si vous voulez, si vous voulez quel orateur vous voulez qui vous répondent. Et je voudrais aussi promouvoir l'éducation et l'enseignement par rapport à cette campagne. C'est pour pouvoir contribuer à former et forger notre mission, nous vous invitons à rejoindre une série de webinaires. Donc celui-ci est le premier et le prochain sera le jeudi prochain, au même moment qu'aujourd'hui, à la même heure. Et le prochain webinaire sera sur mettre en lien les luttes pour parler de l'histoire de la résistance dans les différentes régions et comment
Ceci doit façonner le traité contraignant sur les entreprises et les droits humains. Et cela nous permettra d'échanger sur les expériences par exemple les violations très importantes des droits humains, des violences contre les femmes, du changement climatique et les problèmes environnementaux. Nous allons inviter des orateurs vraiment très 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 forts. Ils vont pouvoir nous parler de l'impact qu'ils voient dans leur communauté à eux-mêmes. Et nous allons pouvoir vraiment voir ce qui est causé par les corporations et les grandes organisations. Nous aurons donc un front de résistance très important. Nous aurons des communautés de syndicats du commerce, différents travailleurs et employés de mouvements sociaux. Et il y a également des féministes très 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 engagées dans la cause. Et cela va pouvoir permettre de forger un traité contraignant qui pourra avoir le pouvoir, qui pourra responsabiliser ces corporations qui sont responsables de ces violations. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Je regarde. Si vous en avez une, écrivez-le dans le chat. N'hésitez pas. Pas pour l'instant. Je suis en train de vous parler des webinaires que nous sommes en train d'organiser pour partager notre vision et analyser le travail qui a déjà été fait et pour inviter bien sûr différents mouvements, différentes organisations à nous rejoindre et à rejoindre le mouvement de grève des femmes et la campagne de grève des femmes. Est-ce qu'il y a d'autres orateurs, oratrices qui voudraient dire quelque chose encore? N'hésitez pas. Moi j'avais une question en plus. Je voulais demander quelles stratégies peuvent être utilisées pour s'assurer de la participation des travailleuses dans différents secteurs. Quelles seraient vos stratégies comment mobiliser toutes les femmes au travers de différents secteurs? Comment les appeler à s'organiser et à nous rejoindre? Ok, je vais passer le micro à Sarojini. Merci. Je travaille avec des travailleuses sur les plantations. Elles ne sont pas très organisées. Donc en fait, c'est un peu plus difficile de les impliquer dans cette campagne et de faire partie de la grève. Au niveau local, elles s'organisent par contre. Et je pense que ce sera plus peut-être un mouvement un peu plus lent pour qu'elles rejoignent une grève au niveau mondial. Donc au niveau de la reconnaissance des travailleuses dans l'agriculture, déjà ça, c'est pas vraiment compris. Les politiques ne sont pas très adaptées, pas très comprises. Et les travailleuses qui travaillent dans ce genre de secteur, dans l'agriculture, dans les plantations, c'est un processus, je pense, tout simplement plus lent. Il y a très très peu de travail mondial, ils peuvent rarement se rejoindre des mouvements mondiaux comme cela. En fait,
ce genre d'emploi en général sont plus informels. Donc je voudrais suggérer quelque chose qui serait pour moi plus important, plus urgent pour connecter les organisations locales qui travaillent avec les femmes, pour les impliquer dans ce genre de stratégie et qui puissent s'organiser à un niveau plus systématique au niveau national, mais surtout au niveau régional et local. Merci. Merci, Sarah Jenny. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un vrai défi qui nous est présenté. Et il faut vraiment essayer de travailler au niveau communautaire aussi. Maintenant, je voudrais également passer le micro à Claudia qui voulait également répondre à cette question. J'ai l'impression que je m'entends moi-même, j'ai un écho. Si vous pouvez m'entendre, ce que nous avons nous en Argentine, c'est que nous travaillons dans les provinces. Nous avons 24 provinces en Argentine. Et il y a des assemblées où nous avons la présence dans beaucoup de secteurs, par exemple dans le secteur plus formel, populaire, informel. Et je crois que la méthode qui doit être qui a été créée en Argentine est très importante parce que ça peut vraiment parler de l'effort qui a pu atteindre les syndicats. Par exemple, en 2017, nous avons décidé en 2017 d'avoir cette grève de femmes. Nous sommes allés au syndicat pour leur demander de participer, mais ils n'ont pas voulu au début participer. Alors pour nous, c'était essentiel d'avoir cette action. Et il fallait forcément amener la cause à nos lieux de travail, à nos écoles. Nous parlions à tout le monde. On disait à chaque femme d'enlever leurs uniformes, d'arrêter de cuisiner. Et c'était très important de rendre les femmes visibles. Parce que même à cette époque, bien sûr, quelqu'un devait bien cuisiner, quelqu'un devait bien aller chercher les enfants à l'école. Donc c'est vraiment comme de cette manière que nous avons réussi à faire que nos partenaires masculins se rendent vraiment compte de l'impact que nous avions. Et depuis, le taux de participation a été vraiment très important, très grand. Nous avons également partagé des informations pour savoir pourquoi nous organisions ces grèves. Nous avons partagé ces informations et ces statistiques dans les chaînes de médias, les grandes chaînes médiatiques ainsi que les réseaux sociaux. Je voudrais donc d'abord dire que nous devons absolument que nous soyons en collaboration étroite avec nos collègues travailleuses et également avec les activistes et les personnes qui sont féministes et qui soutiennent le féminisme et que se rapprocher de ces personnes-là pour pouvoir rendre la question plus mondiale. Depuis les années 70, nous n'avons pas rémunéré l'emploi domestique. Celia Flavici a commencé cette lutte dans les années 70. Donc pour que cette lutte puisse rendre visible la valeur économique
du travail des femmes. Il faut absolument que nous commencions à parler aux femmes de cela. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir des assemblées, pas des missionnaires forcément, qui veulent vraiment parler de grands mots et tout ça. Il faut c'est très important ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Et je posais cette question. Si le 8 mars sera un dimanche, comment ça se passe? Peut-être que Sanam, vous voudriez parler, peut-être répondre à cela. Très bien, je vous laisse la parole. Merci. Je pense que c'est vraiment très important. C'est un sujet qui est déjà revenu. Donc, alors, je pense que le dimanche n'est pas trop un problème. Il y a beaucoup d'associations et ce sera peut-être plus facile pour certaines organisations de participer à cette action, puisque si c'est un dimanche. Mais bien sûr, c'est vrai qu'on peut aussi réaliser qu'il y a d'autres travailleurs et travailleuses qui ne travaillent pas forcément que du lundi au vendredi, mais qui travaillent également le week-end. Par exemple, il y a les personnes qui travaillent dans leur domicile. Et dans le monde entier, il y a encore beaucoup de femmes qui travaillent le dimanche. Il faut aussi reconnaître cela. Et il y a aussi d'autres pays, par exemple, qui ont le week-end le samedi et le vendredi, par exemple. Donc, tous les pays ne sont pas comme ça. Il faut vraiment reconnaître la nature mondiale de cette action. Cela va être intéressant. Ça va être une journée vraiment très importante. Pour les personnes aussi, nous allons pouvoir organiser un événement. Avoir un événement public, mais on va pouvoir également pouvoir parler à différentes communautés, avoir de différentes formes de grève également. Il y a différentes manières de protester, bien sûr. Même si vous avez absolument besoin d'aller au travail, vous pouvez ralentir votre travail, vous pouvez refuser certaines parties du travail et demander à quelqu'un d'autre d'être responsable d'un des aspects de votre travail. Et on peut aussi demander à nos collègues masculins et hommes à nous aider. Donc bien sûr, cela fait partie de la conversation. Mais je pense qu'il y aura aussi des opportunités qui seront créées par le fait que ce jour soit un dimanche. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Merci à tous d'avoir participé à cet événement. Nous espérons que vous reviendrons jeudi prochain pour parler de comment relier les luttes, savoir également comment confronter ces corporations et en savoir un peu plus sur ce processus de créer un traité contraignant qui serait contraignant sur les entreprises et les droits humains. Merci beaucoup à tous de votre engagement. Merci à tous d'avoir participé. Merci à nos oratrices, vraiment incroyables. C'était tellement bien de vous entendre, d'entendre vos expériences. Les enregistrements de ce webinaire seront partagés pour que vous puissiez les présenter à vos organisations respectives. Donc, portez-vous bien et à bientôt. Merci à tous.